Cette semaine, c'était pas un film préféré qu'on avait, que je voulais vous évoquer avec vous, mais un film doudou en fait, un film de 1983 de John Badham. John Badham, il réalise War Games, qui est un de ses films les plus célèbres, voire peut-être le plus célèbre, considéré comme son chef-d'œuvre. Mais la même année sort en France, juste avant, Blue Thunder, traduit en français par Tonnerre de feu, pour être un peu plus impressionnant. Alors ce film-là, j'ai eu l'occasion de le revoir parce qu'il est sur Netflix et ça lui apporte évidemment une exposition inestimable pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a deux acteurs qu'on y retrouve, que j'adore énormément. Roy Scheider, qui est mort en 2008, évidemment l'incontournable capitaine Brody des Dents de la Mer. On retrouve Warren Oates pour son dernier rôle, juste avant qu'il meure d'une crise cardiaque quelques semaines avant la sortie du film. Warren Oates, c'est un des acteurs fétiches, voire l'acteur fétiche de Sam Peckinpah, qui est un des cinéastes les plus emblématiques des années 60 et 70. Et c'est une vie à la Bukowski, dans les excès, mais aussi avec un charisme et une soif de cinéma. C'est le genre d'acteur de comédien pour qui on a l'impression que le cinéma a été fait, et pas l'inverse. Et c'est un film ensuite qui a un casting impeccable, puisqu'on va retrouver David Stern, qui est un des cambrioleurs de Maman j'ai raté l'avion, qui est très jeune dans ce film-là, qui va jouer le collègue donc de Roy Scheider, le capitaine Murphy, qui est un ancien pilote du Vietnam et qui rentre dans les forces de police d'hélicoptère aux alentours de Los Angeles. Donc il pilote un hélico avec sa jeune recrue, et dans le script qui est écrit par Dan O'Bannon, c'est pas rien quand même, puisque Dan O'Bannon c'est le scénariste d'Alien, le 8e passager, on a un complexe militaro-industriel qui lance le Blue Thunder, donc le tonnerre de feu, le tonnerre bleu en anglais, parce que évidemment c'est associé à la couleur de la police. Et ce prototype d'hélicoptère doit faire un contrôle des foules par les airs en fait directement, et on s'aperçoit pendant un essai qui marche pas très bien, que beaucoup de tensions au sein de la ville, et on est finalement 20 ans après les émeutes de Watts, et puis il y en a d'autres en fait, qui vont arriver à Los Angeles. Au-delà de ça, au-delà des dates, c'est vraiment on voit que ces militaires-là, ils ont accentué les tensions au sein de la ville pour justement vendre leur tonnerre de feu. Qui est piloté par le génial Malcolm McDowell, qui joue ici un véritable une peste qu'on a envie de détester pendant tout le film, et qui fait avec le talent habituel. Tonnerre de feu, pour moi, c'est vraiment un film que j'ai voulu revoir. Je le vois assez régulièrement. Bien, évidemment, c'est pas un immense film, je veux pas le surcoter, c'est pas le principe, mais il transpire les années 80, et surtout ce film-là, avec toute la folie qu'on a eue la semaine dernière de la sortie d'un jeu comme GTA 6, qui est devenu un univers non plus dans le domaine des jeux vidéo, mais dans l'ensemble du monde audiovisuel. Moi, ça me laisse penser quand même que je rêverais un jour, peut-être dans le podcast, on verra, je vais toucher du bois, parler avec des créateurs ou des penseurs, des inspirateurs de ce jeu, qui consiste à se promener dans une ville, à voler des voitures et tomber dans des zones grises dans la délinquance. Moi, quand je vois le tonnerre de feu, on survole Los Angeles en permanence et on découvre pour une des premières fois une ville vraiment par les airs de manière quasi exclusive. J'ai envie de dire que effectivement, c'est un des films qu'on oublie souvent dans toute l'inventivité et l'influence qu'il a pu avoir sur des jeux vidéo, et ces fameux jeux à monde ouvert dont beaucoup de personnes, des millions de joueurs sont friands depuis énormément d'années. Voilà, donc je voulais commencer cette semaine, comme on n'avait pas de film préféré, cette émission, avec un vrai film doudou, que je vous recommande très vivement, parce que c'est un bon vieux polar des années 80, il fonctionne très bien, il y a des méchants, des gentils, des très bons comédiens, et puis surtout c'est pour moi un véritable voyage dans le temps, une vraie petite capsule qui m'a fait un bien fou cette semaine. Bienvenue dans Graffiti Cinéma. À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma. Hé, c'est quoi le texte? Comment on dit déjà? J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir? Laisse tomber. Graffiti Cinéma. Graffiti Cinéma. Après les doudous et après les films, cette semaine dans Graffiti Cinéma, on va vous parler justement d'un programme assez conséquent. Vous découvrez le deuxième épisode cette saison de la Brigade Cinéphile du Cinéma Les Carmes, avec lequel nous sommes partenaires dans le podcast. Alors la Brigade Cinéphile, pour le nom des initiés, si vous découvrez notre podcast,
C'est tout simplement des jeunes qui ont une carte de cinéma et qui en profitent très très bien puisqu'ils voient tous les films à réessayer, les plus en tout cas, de leur sélection. Alors cette semaine on a une particularité, on a 3 films à vous présenter mais aussi les tops de leur année 2023 à toute cette troupe et on les remercie évidemment très vivement d'avoir participé à cette émission une nouvelle fois, hein. Donc on remercie toute la troupe réunie autour de la table. Deuxième partie, Rebecca a assisté à l'avant-première d'une affaire d'honneur avec Vincent Pérez qui réalise ici et qui met en scène notamment Rougedi Jem dans une affaire de duel. Doria Tillier dans ce film-là. Un film à l'ancienne et Vincent Pérez, vous allez entendre dans les extraits justement de l'avant-première au cinéma Pathé Place de Loire. C'est découvert une vraie passion pour les films de cap et d'épée tout au long de sa carrière dans les rôles qu'il a pu jouer en costume. C'est très intéressant, on vous propose des extraits justement de cette avant-première orléanaise dans l'émission. Dernière partie, vous retrouvez une interview que j'ai réalisée avec Patrick Alves, directeur de l'ASPAC. L'ASPAC, c'est une association qui accueille des fans de cinéma et qui organise des tournages très régulièrement. Ici, il nous parle d'un tournage qu'il a réalisé pour le Nikon Festival, ce festival très 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 attendu dans tout le domaine du cinéma pour les jeunes réalisateurs et puis tous ceux qui réalisent des courts-métrages. L'objectif, c'est de réaliser des films de 2 minutes maximum pour participer à un immense festival. Il y a des centaines de films tous les ans qui y sont envoyés. Et il a réalisé donc un court-métrage, Patrick Alves, avec une équipe de jeunes dont il veut justement utiliser les compétences, les qualités et la bonne attitude dans des courts-métrages. Mais on va voir que derrière, il y a aussi un projet pédagogique pour lequel il se bat depuis des années. On va le découvrir avec lui dans la toute dernière partie de l'émission. Bienvenue dans Graffiti Cinéma. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim ? As-tu sommeil ? Veux-tu te laver ? Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je veux bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va ? Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien. C'est pas un fils de grand bourgeois qui va nous faire la leçon. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité et la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? Vous vous rendez compte ? On a construit tout ça. Quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'étais un peu hypé, comme on dit, parce que ça avait l'air bien. Mais au final, comme le temps est passé, j'avais plus trop cette hype qui était passée. Du coup, je l'ai vu comme un film normal, enfin comme sans grande espérance, on va dire. Et j'ai passé un bon moment. Enfin, un bon moment. C'est pas le sujet qui fait qu'on passe un bon moment, mais j'ai vu un bon film, voilà. C'est sans plus, je trouve. Enfin, je pense que il y a des niveaux pas très réguliers, pas forcément égaux. Non, c'est que je viens de voir quelqu'un que je connais qui m'a fait un gros cœur, donc je suis content. C'est en lien avec le thème, le partage de l'amour, le partage de tout. Tout ça serait gardé, évidemment on coupe pas ça. Mais oui, voilà pour mon ressenti. Bah, par exemple, justement, c'est le film que j'avais prévu de passer, enfin que j'ai plutôt prévu de passer, c'est Jackie, du coup de Pablo Larraín, que j'ai découvert juste cette année, mais que j'adore et j'étais vraiment tombé fan de ce film parce que je le trouve super
Enfin, même il y a une ambiance, il y a une image qui est trop cool. Après, en biopic, vraiment, je sais pas si j'en ai vraiment regardé assez pour dire si c'est bien fait. Je connais pas non plus la vie de l'abbé Pierre sur le bout des doigts, donc je pourrais pas non plus dire si c'est d'une exactitude parfaite. Non, je trouve pas, parce que il y a des là où justement les niveaux s'accordent, c'est qu'il y a un mélange entre une bonne part historique, je pense, et une bonne part de mise en scène, où des fois il y a des moments qui sont vraiment cool. Par exemple, comment expliquer ça, il y a des moments où le bordure de l'image est comme c'est pas si flouté, un peu flouté. Alors je vois pas trop ce que ça veut dire, mais je trouvais que ça mettait une ambiance qu'on retrouve plusieurs fois dans le film, ce côté-là flouté, qui était assez intéressante. Moi j'ai trouvé que c'était une belle représentation de sa vie. Je connaissais pas tant que ça au final. Je connaissais de Emmaüs, mais je connaissais pas tant que ça, et puis j'ai trouvé ça assez intéressant de voir la vie de ce prêtre et tout, qui faisait du bien aux gens par solidarité, etc. Et voilà. Moi j'avais trouvé que le côté un peu lourd du biopic, ça passait parce que c'était super émouvant et ça sensibilisait quand même les gens, et on passait quand même un bon moment, donc pour moi ça passait. Oui. Moi pour le coup, Abbé Pierre, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on découvre un nouveau personnage dans la vie d'Emmaüs, c'est celle de Lucie Goutaz, il me semble, que je ne connaissais absolument pas. Donc il y a aussi cette part qu'on apprend beaucoup de choses sur la fondation d'une organisation qui s'est implantée aujourd'hui en France. Et pour le côté biopic, alors j'ai bien aimé, mais il y a ce côté mise en scène qui s'éloigne un petit peu de la réalité, surtout au moment de sa mort, où il est dans un monde où entre la vie et la mort, on a l'impression où il attend, où il refait sa vie, il fait un petit récapitulatif de sa vie, et je sais pas trop quoi en penser pour le moment, s'il y a une importance de ce passage dans le film au final. Donc gros spoiler, on a appris que l'abbé Pierre meurt à la fin, c'est super de cool. Donc ça, je te remercie. Maïto. Maman. Sauve-moi. Maman, j'arrive. Mon petit Maïto, maintenant c'est moi qui vais être ta maman. Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Sauve-moi! Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts. Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde. Mais toi, d'où tu viens? Cette mer, ici-bas, est maudite. Restez vigilants et unissez vos forces. Maïto! Maïto! Maïto, je suis à la recherche de mon successeur. C'est toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Sauve-toi, Maïto! Dans mon monde, il reste tant de choses à faire. Maman! Maïto, accepterais-tu de continuer mon œuvre? Moi, je suis pas une fan de Miyazaki, j'avoue, j'ai pas du tout. J'avoue, j'ai pas du tout vu de Miyazaki, je m'y connais très peu. Du coup, Le Garçon et le Rond, j'ai trouvé ça très beau. Je pense que ça, on peut pas le nier, quoi. Mais l'histoire en elle-même, j'avoue, je suis sans plus, quoi. Déjà, si je suis pas fan de l'univers, c'est sûr que je vais pas aimer en plus. Voilà, j'ai pas coup de cœur, quoi, mais voilà. Moi, j'ai adoré. Moi, j'aime vraiment beaucoup Miyazaki. Et du coup, c'était super de voir qu'il avait refait un film et que c'était pas fini. Et en plus, c'est très différent du On se lève, parce que c'est beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça plus proche de ce qu'il fait habituellement, et
Et je trouvais qu'on retrouvait vraiment son univers à lui, hyper fantastique et hyper... où il va chercher loin. Et du coup, il y avait toutes les petites créatures originales qu'il y a dans ses autres films. Et après, j'ai vu qu'on avait pu critiquer un peu, que ça partait un peu dans tous les sens. Je sais pas ce que tu en as pensé. Et moi, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça bien. Enfin... Je pense qu'il y avait un petit peu une morale à la fin. Je suis pas sûre d'avoir tout compris parce que justement ça allait un petit peu dans tous les sens. Normal avec du Miyazaki, ça. Mais oui, voilà. Donc finalement c'est pas trop étonnant par rapport à ce qu'il a déjà pu faire, quoi. Du coup la fin, je vais pas spoiler, hein. Mais ça. Si tu spoil du Miyazaki, ça termine vraiment bien sa carrière pour le coup. Mais j'espère quand même qu'il continuera. On sait jamais. Le fait qu'il y ait plusieurs lignes et qu'il est très perturbant, très brut déjà. Justement, vous posez une question. Il y a beaucoup de critiques qui ont parlé d'un film expérimental. Est-ce que vous vous êtes fait cette réflexion en sortant du film ? Non. Moi j'ai trouvé ça... tous les films de Miyazaki sont un peu... comme ça. Donc, non, moi j'avais vraiment l'impression de retrouver vraiment Miyazaki et plus que dans Le vent se lève où j'avais été un peu déçue en fait. Je pense que j'ai vu Ponyo, j'ai vu Kiki la petite sorcière, j'ai vu Le château ambulant, j'ai vu Totoro. Oui, mais non, mais j'ai pas tout vu. Donc, si c'est lequel avec la guerrière là. Mononoke. Voilà, je crois que je l'ai vu. Mais en fait, c'est qu'à chaque fois que je sors d'un film de Miyazaki, j'ai pas compris. Mais je pense que je suis pas la seule. Hein. C'est un peu son univers, donc. Mais là, oui, j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient justement qu'elles n'avaient pas compris. Et j'avais vu aussi des gens qui disaient mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de comprendre ? Et c'est, justement, ça laisse beaucoup place à l'interprétation. Et moi, je trouve ça bien que ça part dans tous les sens et qu'on n'y comprenne rien au final. Parce qu'on comprend quand même à notre manière. Donc on est assez libre en fait. Ce qu'on veut en retenir. Mais je pense à un univers, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Justement, Chihiro, il y a plein de... Parce que j'avais lu des analyses, tout ça. On avait parlé aussi avec Jade, il y a plein de théories et d'analyses sur ces films, et Chihiro notamment. Et du coup, après ils ont une connaissance des kami, il y a aussi une culture du fantôme et des esprits que nous on n'a pas du tout, donc je pense que déjà on n'a pas le même rapport du tout avec les créations de Miyazaki. J'avais une petite question à te poser parce que j'ai entendu une critique sur le dernier Miyazaki qui était à propos du fait que ça faisait un peu pot pourri de tous les films qu'il avait pu faire. Est-ce que toi c'est quelque chose qui au contraire t'a plu ? J'ai l'impression que oui. Ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit oui bon en fait ça je l'ai déjà vu dans les autres films de Miyazaki et ça va. Je me suis pas dit ça. Moi j'ai plutôt aimé le fait qu'on retrouve plein de références à ses anciens films. Ça fait un peu la synthèse et ça conclut bien en fait sa carrière. Donc moi j'ai trouvé ça. Non, je veux pas que ce soit le dernier. Mais ce serait une bonne fin quand même. Mais du coup moi j'ai vraiment trouvé ça génial. Alors, je vous présente Sylvie. Son fils a été placé 6 mois le temps d'une enquête. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu. C'est un principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité. Qui a fait le signalement ? La police. Ou l'hôpital. Et vous verrez le juge dans 15 jours. Il ira où pendant 15 jours ? Il ira dans un foyer. Mais non, il ira pas dans un foyer, vous êtes malade, vous ou quoi ? Faut que tu lâches prise. Ils voudront rien savoir de toute façon. Il va pas bien, j'ai besoin de le voir, je le vois quand ? Ce qu'on fait, c'est pour vous, c'est dans votre intérêt. À vous de voir quel combat vous voulez mener. Contre eux ou pour votre fils ? Du coup, rien à perdre. Du coup, avec Virginie Efira, je vais un peu te rejoindre parce que c'est du Virginie Efira qui fait du Virginie Efira et à ce niveau-là, moi, j'étais un peu pas saoulé parce que c'est pas soufflé en voyant. J'ai pas fait ça, mais ça a pas sorti du lot. Je suis pas sorti en disant waouh, elle était vraiment. Sinon après pour le film, par contre, les deux autres
autres interprétations du coup des deux garçons. Je les ai trouvés vraiment super parce qu'ils sont vraiment trop. J'ai plus le nom de l'acteur qui a joué dans Été 85 de François Ozon. Félix Manotti. On va avoir des problèmes avec les noms dans cette émission. La dernière fois c'était Harry et bah il est dedans en plus. Il est dedans. Harry ouais. Ah oui, Lefebvre, donc j'y étais pas du tout. Prendre un pseudo. Mais on va dire Harry comme ça, qui cadeau. c'est cadeau, qui est aussi dans le film, qui lui est très bon dans le rôle du frère perdu, socialement, familialement, non, ça se dit pas. Dans sa famille, voilà. Après, au niveau du sujet, c'est un sujet quand même un peu important, ce drame social d'une mère qui perd momentanément son fils par une erreur judiciaire. Donc oui, c'est un sujet quand même important à aborder, etc. et qui est bien abordé, je trouve, quand même, avec le nom de c'est pas assistante sociale, jouée par India Air, qui est, je la trouve vraiment cool à l'écran. Je sais plus où est-ce que je l'ai vue, mais plein de trucs. Mais je trouve qu'elle a un truc vraiment à l'écran, et là, elle était vraiment dans un bon élément, je trouve, pas de gardienne, mais un peu quand même. Et c'était cool à voir comme film. Ouais, sans plus, voilà, j'ai pas eu comme disait Rose un coup de cœur en disant c'est mon film de l'année ou quoi, mais non, mais sur le film d'avant, que c'était pas ton. Ah non, oui, c'était pas le cas pour le film d'avant. Oui. Enfin bref, voilà, c'était. Du coup, moi, je l'ai vu sur la période de Justiciné au Carme. Ah, pareil, du coup. Voilà, donc. Avec l'avant-première. Je suis pas allée à l'avant-première, mais je l'ai vu quelques temps après les autres films. Donc, il y avait eu La fille au bracelet, il y avait La tête haute, je suis allée, il y avait Le consentement. Anatomie d'une chute. Non. Si. Enfin, oui, mais oui. Oui. Voilà, c'est ça, je l'avais déjà vu. Il y en avait un autre encore. Bref. Et du coup, c'était bien parce que j'étais à fond dans cette période de justice. Et pareil, j'ai vraiment adoré le jeu de Félix Lefebvre, du coup. Il est trop fort. Non mais vraiment. Il a pas eu un prix d'interprétation, je sais pas du tout. Il semblait avoir croisé. Et son rôle, il était assez intéressant en tant que grand frère. Il avait énormément de responsabilités avec son petit frère et sa mère, quoi. Il gérait beaucoup de choses. Et au final, on n'en a pas tant su sur son rôle. Et bref, il était très présent pour son frère. Et bref, c'est agréable à voir. Je sais pas quoi dire, mais voilà. Et puis d'autant plus que moi, je me vois peut-être faire des études dans le social, assistante sociale. Du coup, ça m'a encore plus aidé grâce au film. Donc vraiment, j'étais dans une bonne période où j'ai pu découvrir les films. Et par ailleurs, les autres films étaient vraiment super et ils représentaient très bien la justice et bref, tout ce qui est d'assistante sociale, aider les personnes en précarité, tout ça. Enfin, c'est pour ça, j'ai vraiment apprécié. Et est-ce qu'il y a, parce que là on a un peu de temps encore, au niveau des films qui ont beaucoup de pathos comme ça, comment vous en ressentez, ou comment vous vous positionnez quand vous êtes spectateur avec ça? C'est souvent des films qui... Beaucoup de pathos. Beaucoup de sentiments, de tristesse, de dossiers forts. On parlait des films de justice, quand même des films qui sont vachement exigeants. On en ressort, on est parfois un peu rincé, quoi. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce film-là précisément là-dessus? Dans les films un peu sentimentaux où ça accroche un peu aux sentiments, au début de l'année il y a eu After Sun qui est pareil, relation parent-enfant, qui est dans mon top, je pense, de l'année, parce que j'étais je note, hop là, qui était vraiment très fort. Là, par exemple, j'ai pas eu cette émotion du tout, qui prend un peu aux tripes et qui m'avait happé avec After Sun. Là, j'étais resté vraiment en dehors du film et juste spectateur et pas trop entre guillemets acteur, mais dans l'expression on dit ça, rentrer acteur, mais
Là, ouais, c'était une sorte de retenue quand même vis-à-vis du film et du sujet. Donc, ouais. Pareil, t'es sorti comment de ces films-là? Moi, au contraire, ils m'ont plutôt touchée. Ouais. Je trouve ça hyper important de montrer ça au cinéma. Tout ce qui est de placer les enfants dans les familles, les enfants en centre. Parce que du coup, il y avait des intervenants, il y avait des juges, il y avait des gens qui travaillaient en centre et tout. Du coup, c'était intéressant de voir leur ressenti, si c'était bien représenté. Et c'est hyper important de montrer ça au cinéma et de montrer les moments plus compliqués où ça crie, où c'est violent, etc. Et si, franchement, c'était touchant. Mais par contre, vraiment, sur la toute fin, j'ai senti que les larmes montaient. Mais oui, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que c'était vraiment la toute fin où on sent que ça aurait pu être vraiment pas triste, mais presque si, triste, ouais. C'est un peu triste pour la fin, du coup, il fait une blague. Je ne crois pas. Bon, c'est cool, merci. Tiens, un gâcheur de plaisir, des fêtes surprises dans l'intrigue de la nuit, ouais c'est toi que je vis, spoiler, espèce, on voit l'apparition aux petites heures, pour les repris de justesse, épuisés d'excès pour les noceurs, nuisance sonore, depuis quand on parle sur un dance floor, spoiler. Peine à jouir, passe droit pour ne rien dire. Blasé, qu'est-ce qui est pire? Renoncer ou bien consentir. Je sais que tout s'estompe quand les masques tombent. Nac, en bout de piste. Cette nuit s'achève sur un twist. Spoiler. Ne viens pas gâcher mon plaisir. Tika motungisi na zane kobinao. Natiki basusi na ndako. Zela tongo etana bongo to solola. Danse comme on joue les coups, les briquets font parler la poudre. Dans ce club, tel un thermos, on fait partie des meubles à force. J'suis venu m'arracher du réel, compter 36 chandelles, tranquillisant dans le gobelet. Trouver des illusions au rabais, spoiler. Spoiler. Mars Express, du coup c'est le nouveau film de Jérémy Perrin qui est le réalisateur aussi de Last Man. Et donc Jérémy Perrin, on le sait, il a beaucoup dit, il est extrêmement fan de tout ce qui est la culture japonaise, de tout ce qui est l'animation et tout. Même quand on voit Last Man, c'est le manga français qui s'est le mieux exporté à l'étranger et qui a même été reconnu par les Japonais comme étant très bon. Et du coup Mars Express, qui du coup est un projet là français et qui veut faire de la SF en fait, parce que c'est l'histoire, c'est une histoire qu'on a vue déjà plein de fois en fait, c'est l'histoire d'automates, qu'est-ce qui se passait si on mettait des robots dans la vie de tous les jours et des androïdes et comment ils réagiraient comment ils seraient contrôlés par l'État, etc., par les humains, comment ils combattraient en fait les robots, comment ils les combattraient, comment ils combattrait la menace d'un potentiel remplacement, ces idées-là. Du coup, c'est un projet comme ça, faut le saluer parce qu'on n'en a pas tous les jours en France. Mais le problème de l'influence, c'est qu'en fait, on voit tout de suite où ça va aller. C'est-à-dire que pour peu qu'on ait vu Ghost in the Shell ou des choses comme ça, on voit tout de suite vers quoi ça va. Et du coup, il n'y a plus trop de surprises. Le scénario se déroule un peu, il est cousu de fil blanc et nous on le voit se dérouler sous nos yeux sans grande exaltation, un peu fade au final. Mais le doublage et l'animation font quand même que c'est assez agréable à voir et ça dure pas très longtemps, donc j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Donc c'était
Mais l'animation aussi renforçait ce côté haletant, même si on voyait le scénario venir, mais l'animation et le doublage m'ont quand même fait rester jusqu'au bout, donc ça c'est déjà pas mal. Moi pareil, j'ai kiffé. J'étais très surprise et j'ai beaucoup apprécié le fait que ce soit français. Pareil, les animations, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé la BO aussi, elle était intéressante. Toutes les basses, etc. Et puis le scénario il m'a pas dérangé. Enfin, ça m'a satisfait quoi. Et le doublage, j'avais un petit peu de mal au début. Je sais pas, je trouvais que ça correspondait pas trop au personnage. Mais après on s'est habitué et ça va, ça m'a pas dérangé. C'était surtout au début. Moi c'était pareil sur le doublage, ça m'a un peu dérangé aussi, mais un peu tout le long du film quand même. Parce que. Alors, du coup, concrètement, c'est quoi? C'est la comédie, le jeu en fait? Je trouve que la voix ne correspondait pas spécialement aux personnages, enfin, surtout les personnages féminins. Je sais pas ce que tu en as pensé. Moi après ce qui me dérangeait aussi c'était il y avait plein de fais chier bordel dans les situations un peu critiques et je sais pas, ça faisait vraiment cliché, enfin je l'ai un peu ressenti comme ça. Mais par contre j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers et l'animation, tout ça. Enfin, c'était original quoi. Et de base je voulais vraiment pas aller voir ça, j'y suis allée un peu à reculons. Mais non mais c'était pas mon idée. Et en fait j'étais contente de l'avoir vu donc. Moi je tiens à préciser, c'est juste qu'on a une petite routine. Après les DS on va voir un film pour s'apaiser et on l'a un peu forcé j'avoue. Mais moi pour ma part j'ai beaucoup aimé. Déjà ça met en lumière l'animation française. J'ai trouvé que c'était un projet très réussi. À l'inverse pour le doublage, moi justement j'ai bien aimé parce que ça faisait un contraste un petit peu avec la vibe du film où il y a beaucoup d'action, où oui c'est une histoire science-fiction et le doublage je trouvais il apaisait vachement, on prenait le temps de comprendre. Et ce que j'ai aussi adoré dans l'animation c'est qu'il y a beaucoup de non-dits sur tout ce qui est antérieur à la situation qu'on voit. Et il y a juste des tout petits détails qui nous font comprendre ah oui pourquoi il y a cette fin, pourquoi on arrive là. Et en vrai quand on regarde beaucoup de SF on comprend la fin, on sait la fin, mais il y a une animation qui est faite qui est juste incroyable j'ai trouvé et voilà j'ai beaucoup aimé en tout cas. Moi tu viens de me hyper, c'est cool, merci beaucoup. Tu veux rajouter peut-être pour le doublage qui correspond pas au personnage, enfin une théorie peut-être un peu foireuse, mais c'est que un film comme ça français d'animation SF en plus qui va bien loin dans la SF, qui est un peu radical dans son propos aussi, je pense que le doublage, peut-être d'avoir cassé des stars entre guillemets, parce qu'on a quand même Léa Drucker dans le rôle principal, a peut-être joué au fait que le film ait pu se faire. Du coup c'est peut-être ça qui explique aussi la partie voilà. Mais sinon il y a Sébastien Chassagne qui est un excellent acteur, voilà, qui joue un rôle secondaire. Et juste, j'adore cet acteur et je voulais juste dire que son personnage, comment il l'interprète, c'est vraiment lui. Et lui, pour le coup, ça lui correspond vraiment. C'est lequel ? C'est l'espèce de... Le rookie, comment on dit ? Le jeune flic, en fait, qui est un peu... Oui, on le voit pas beaucoup. On sent que tu l'aimes bien, que toi qui l'as vu. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est bien de relever pour les comédiens de doublage, clairement relever, mettre cet accent-là en fait directement. Parce que c'est vrai que Mars Express, moi j'avais pas du tout entendu cet angle-là. Et en tout cas, on a toujours très envie de le voir, quoi. Et moi je voulais vous demander par rapport aux moyens en fait. Parce que c'est vrai que j'ai eu quelques critiques, on relevait quand même que ça se voyait que c'était un peu pas cheap, mais qu'il n'allait pas forcément au bout de ses ambitions. Donc je voulais vous demander ça éventuellement sur la fin pour Mars Express, si je vous lance là-dessus. Je sens qu'il y a un potentiel. J'ai senti un potentiel dans tes yeux. En vrai, je pense... Moi, quand je suis sortie de Mars Express, justement, il y a beaucoup de non-dits et j'aurais aimé que ça soit plus exploité, justement. Je trouve que l'histoire, elle a juste une ligne. La ligne, on la connaît. Il aurait pu exploiter des petits trucs, des moments de suspense qui... Voilà. Après, peut-être que c'est juste que maintenant on est habitué à de l'animation folle et que juste là c'est peut-être pas le budget d'un épisode de je sais pas quelle série animée a beaucoup de budget, je sais pas, un épisode de Attaque des Titans qui a genre je sais pas combien de millions de budget, mais là
ça reste quand même assez, même si c'est ambitieux, ça reste quand même un projet assez humble dans sa production, etc. Donc voilà. Allez! J'ai appris ce matin que c'était votre neveu. Je mets cette offense sur le compte de votre hystérie. J'aurais dû arrêter le duel. En tant que maître d'armes, t'es pas en droit de demander réparation. Il s'agit plus d'honneur mais de vengeance. Je te suivrai pas. Elle vient de créer la première ligue féminine d'escrime. Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée? J'exige réparation. Un homme se bat pas contre une femme, voilà. Les affaires de duel ne sont pas un jeu. Êtes-vous certaine de vouloir vous battre? J'ai vu de quoi les hommes étaient capables. On dit que le sang lave l'honneur. Et l'amour. Bonsoir, bienvenue à Orléans, bienvenue dans cette salle, je vous en prie, prenez la lumière. Bonsoir. 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 Tu veux pas être au mieux? D'accord. Oh. Vous allez bien? Vous avez passé un bon moment? Vous voulez en passer un meilleur? On est très heureux d'être là, dans votre magnifique ville, qui est vraiment impressionnante. On a vu la cathédrale éclairée là ce soir, c'était magique. Donc on est très heureux d'être là, on est très heureux d'accompagner le film, parce que c'est un film, en tout cas pour moi, je pense pour nous, qui compte. Et vous êtes notre public préféré, vraiment. Il y a peut-être Karine, vous l'avez écrit en partie avec Vincent. Et d'où est-ce que quel soit le thème qui vous a le plus est-ce que vous avez eu chacun un thème et chacun a apporté son thème et c'est la réunion de deux thèmes qui vous portaient au cœur, ou alors est-ce que vous avez voulu tout traiter comme ça, le féminisme, la spirale de la violence, une partie de l'histoire qui vous intéressait, ou une partie de l'histoire de France qui est on a surtout voulu, je pense que le film fasse écho au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a plein de choses comme ça qui résonnent, je pense, avec aujourd'hui. Et puis, au tout départ, c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé qu'il manquait un film sur le sujet, parce que c'est vrai que le duel a toujours existé, en fait, comme le dit le carton de fin. Depuis le Moyen-Âge, en fait, on se bat en duel, et ça s'est arrêté avec le dernier combat qui était en 1967 avec un certain Gaston Defferre. Mais c'est vrai qu'il y a une période folle entre 1881 et 1989 avec la libération de la presse, c'est-à-dire que les journalistes pouvaient mener une enquête et sortir l'article sans passer par la censure de l'époque. Et donc du coup, il y a une remontée du duel à partir de 1881. Une sorte de rage du duel, dont le film fait état. Et c'est vrai que tous les personnages que vous voyez dans le film sont inspirés de gens qui ont vraiment existé. Marie-Rose Astier de Valzer, je suis très heureux qu'on puisse en parler aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on l'a oublié, qu'il ne faut pas l'oublier, que c'était une femme très moderne, très en avant sur son temps. Et telle que vous la voyez sur le film, à mon avis, ça ne devait pas être très loin de celle qui a vraiment existé, parce que ça a vraiment été inspiré d'elle. Il y a même une composition, par exemple la deuxième fois qu'elle joue du piano, vous savez, les plans comme ça qui partent ensuite jusqu'à la salle d'armes, avec l'aube, jusqu'à la veille du combat, quand elle s'habille en garçon. Et bien ce morceau-là est vraiment inspiré directement d'une de ces partitions que j'ai retrouvées. Et puis tous les autres personnages sont inspirés de le Ferdinand Massin, joué par le merveilleux Damien Bonnard, là, qui se bat contre elle. Lui aussi, c'était un rédacteur en chef du Petit Journal, et qui s'est vraiment moqué d'elle dans la presse, en fait, qu'il a régulièrement, qui a envoyé comme ça des salves d'insultes contre elle, et elle ne pouvait pas se défendre, en fait. Elle l'a provoqué maintes fois
en duel. Et c'est vrai qu'elle s'est jamais battue contre un homme, mais le film lui offre ce duel. Et donc ça fait du bien. Voilà, et puis ce film forcément fait écho, cette période fait écho à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que c'est un monde où c'est une période de bascule entre un monde qui change et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, avec beaucoup de choses aujourd'hui où on est dans un moment de bascule aussi, dans un moment d'un monde qui change à tous les niveaux. Donc du coup, il y a une résonance immédiate. Donc, quand on est dans une écriture comme ça, de personnages qui... en fait, on réalise en fait à quel point l'histoire, les choses se répètent, en tout cas humainement. Et en fait, le personnage de Marie-Rose Astier-Walzer, comme ça, qui rentre comme ça, à grand fracas, dans ce monde d'hommes, je trouve qu'elle rentre par une porte honorable, parce que en fait, ce qu'elle veut, elle, il y a une question d'honneur et de dignité. Et voilà, donc du coup, voilà, je veux dire que c'est un... Voilà. Voilà. Et puis aussi, il y a l'idée de la guerre aussi, qui est là, et qui nous abîme. Et donc en fait, donc même si c'est pas nous qui la faisons aujourd'hui, on est entouré et traumatisé par les guerres du monde qui nous entourent. Et quand on voit en fait ces personnages qui sont tous abîmés par la guerre, on voit bien que les dégâts que ça fait sur l'humanité. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce beau spectacle. Moi, j'ai beaucoup aimé l'introduction avec le visage de Roche Dizem. Tout de suite, on ressent toute l'intensité qu'il va y avoir dans le film. J'ai trouvé ça très très fort, le duel avec l'Espagnol au départ, parce que c'est toujours dans le respect. Et j'ai trouvé ça très beau. Après, il y a les scènes en fait d'échange à l'épée, les duels. Ils étaient tellement intenses en fait. C'est une certaine musique. C'est comme s'il y avait des paroles sans avoir de paroles. On entend en fait la musicalité des outils en fait pour ce duel. Donc moi j'ai ressenti ça, et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que en fait Astier, elle est filmée comme un homme aussi, et c'est très intéressant ce côté-là. Donc je voulais savoir si vraiment voilà vous avez vraiment appuyé exprès sur le fait de la filmer exactement pareil, puisque c'est une femme avant-gardiste, une femme qui a son univers, qui est dans sa bulle, et c'est vrai que il y a ce rapport avec l'actualité, cette société de voilà, il faut avancer même quand il y a de l'adversité, et on sent ça chez cette femme, et je vous remercie pour nous avoir communiqué ça dans ce film, c'était très beau. Bon, écoutez, merci beaucoup, ça fait plaisir ce que vous dites. Oui, je pense que on n'a pas fait de différence. Pourquoi faire une différence? Astier est costaud, hein. Elle est costaud. D'ailleurs, elle s'est imposée, hein, à un moment donné. Au tout départ, en fait, je voulais faire un film d'hommes. Sur les hommes, en fait. Parce que la question de la... je dirais de la virilité, du masculin. Aujourd'hui, de l'ego. C'est une question intéressante. De l'ego. Voilà, il y a quelque chose sur... de l'ego mal, si vous voulez. Ouais. En tout cas, c'était au départ, en fait, je voulais vraiment... ça m'intéressait d'explorer l'idée de gens d'hommes qui ont connu la guerre et qui ont défendu leur nation. Enfin, il y avait quelque chose quand même de très profond aussi par rapport à ça. Donc, de la chair, comment était de la chair à canon. Enfin, il y a tout quand même, ça fait quand même partie de l'ADN des hommes. Enfin, il y avait quelque chose là-dedans et que je voulais explorer. Et puis, dans mes recherches, à un moment donné, il y a cette Marie-Rose Astier-Walzer qui est arrivée comme ça dans des articles de presse. Et c'est vrai que ce personnage-là, au début, en fait, n'avait que 2-3 scènes, en fait, dans le film, qui n'étaient pas prévues. Et puis après, on en a rajouté d'autres et d'autres et d'autres, parce qu'en fait, elle était tellement géniale. Enfin, on est tombé amoureux d'elle. Enfin, elle était une femme extraordinaire. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais c'est pas normal qu'on ne parle pas d'elle. Il faut qu'elle existe. Et puis tout d'un coup, on s'est mis à
juste à l'aimer. Enfin, elle est géniale. Enfin, c'est un personnage extraordinaire. Et puis vous savez, moi j'ai retrouvé plein de chansons qu'elle avait écrites, parce qu'elle écrivait de la musique, elle écrivait des chansons, elle écrit des textes, elle écrit énormément d'articles pour La Citoyenne. Enfin, c'était une vraie militante, mais une militante détestée par les féministes de l'époque, parce qu'elle allait beaucoup plus loin qu'elle. Elle était trop moderne en fait pour les féministes de l'époque, où les femmes vivaient dans un monde extrêmement codifié, des femmes d'une certaine classe sociale. Enfin, c'était très, 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 très codifié. Une femme n'allait pas à un rendez-vous avec un homme si elle n'était pas accompagnée de son frère ou quelqu'un de sa famille. Elle devait porter le chapeau. Si elle ne portait pas le chapeau, elle était considérée comme prostituée. Enfin, il y avait tout. Il y a un livre comme ça entier avec tous les codes de la femme dans cette époque-là. Je ne l'ai pas lu en entier parce que à un moment donné, c'était trop. Mais c'est vrai qu'elle a réussi à s'émanciper de ce dogme, de ces codes des femmes de l'époque. Donc elle s'est vraiment imposée d'elle-même. Donc du coup, elle a pris sa place comme les autres personnages. Et c'était vraiment la magie des histoires, c'est que des fois il y a des personnages qui ne lâchent pas, en fait, qui décident de rentrer dans l'histoire, et quoi qu'on fasse, ils s'imposent. Ça c'est vraiment le moment moins rationnel de la création. C'est la magie, en fait, quand on est quelque part dans une zone sensible. En fait, il y a quelque chose qui s'invite là, et puis dont on est obligé aussi de faire avec. Et ça, c'est vraiment la force, pour moi, en fait, l'espoir de la vie, c'est qu'on ne meurt jamais. Parce que quelque part, en fait, tout ce qu'elle a fait est là, tout ce qu'elle a fait est présent. Et donc, du coup, dans l'écriture du scénario, on était aussi entouré de cette Marie-Rose Astier-Welzer, et elle se réinvite à la table. Donc c'est toujours intéressant, même quand on parle de faire tourner les tables, parce que l'écriture d'un film, quand on va rechercher des gens qui ont vraiment existé, il y a des histoires extraordinaires de coïncidences où les morts s'invitent à la table. Et ça, c'est assez magique. Et par rapport au son, effectivement, et par rapport en fait, on dit que les épées, elles chantent. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on dit. Et c'est vrai qu'en fait, elles chantent chacune d'une manière différente. Il y a le fleuret, il y a l'épée, il y a le sabre. L'épée pointe, c'est des pointes, mais ça coupe aussi, ça coupe dans l'air, ça coupe l'air. Le sabre, ça tranche. Et puis le fleuret, ça siffle, c'est très beau. Mais c'est vrai qu'il y avait un gros travail sur le son. Je suis vraiment très admiratif en fait du travail qu'on a fait avec toute l'équipe du son et du montage son et des bruitages et tout ça, parce qu'il y a vraiment un travail absolument extraordinaire du son. Et chaque combat avait ses particularités sonores. Donc chaque combat avait son propre caractère, sa propre identité. Et donc c'est pour ça qu'en fait chaque combat est vraiment très différent l'un de l'autre. Donc voilà. Je voulais vous remercier. Je pense que vous êtes fatigués, vous avez peut-être envie d'aller vous coucher, peut-être manger, je ne sais pas, ou peut-être voir un autre film, j'en sais rien. Mais je vais juste dire pour le mot de conclusion. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Noël ? Quel honneur. Non, moi, je comprends tellement les gens quand on est dans une salle, on se tape 1h40 de film, après on parle, donc je pense que vous avez tous envie d'y aller. Ou sinon on peut boire une bière à la fin tous ensemble et parler encore du film. Non, en vrai, merci beaucoup d'être venus, ça nous touche vraiment de nous avoir écoutés. Et j'espère que le film vous a plu et qu'il vous a autant plu que vous puissiez en parler autour de vous et que vous puissiez dire à tous vos proches d'y aller, parce que c'est très important de voir des beaux films. Et voilà, donc merci encore à tous et passez tous une bonne soirée. Merci. Allô ? Oui, salut Patrick, c'est Romaric, ça va ? Salut Romaric, ouais. Le samedi 25, Patrick, en fait, on était au courant et tu nous avais prévenu, tu as réalisé en fait un court-métrage qui est Les Enracinés, avec l'association Les Enracinés, qui est importante puisque ce projet avec l'ASPAC, il est dans le cadre du très célèbre Nikon Festival. Et c'est vrai que ce projet est important parce que déjà c'est un festival très, très prestigieux. C'est un tournage en région et pour nous c'est très intéressant d'en parler puisque
Évidemment, il y a le film en soi, mais il y a un vrai projet d'inclusion sociale par le cinéma. Et c'est évidemment quelque chose qu'on voulait évoquer en ta compagnie. Tout à fait. Donc en fait, c'est un projet, c'est un partenariat entre la SPAC, qui est une association de cinéma, et puis les Enracinés, qui est une association qui accueille pour les week-ends et les vacances scolaires des jeunes qui sont de l'aide sociale à l'enfance, qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Et donc du coup, c'est un support qu'on utilise parce que je suis aussi dans cette association, les Enracinés, et donc c'est un support, le cinéma, qu'on utilise avec les jeunes. Et donc on a eu ce projet avec eux de participer au Nikon Festival et de réaliser donc un court-métrage dans ce cadre-là, effectivement. Alors c'est vrai que pour le coup, ici on peut le dire, le cinéma, souvent avec ce type de projet, le Nikon déjà on peut rappeler que c'est un format très court, c'est moins de 3 minutes de mémoire. Ouais, c'est 2 minutes 20 maximum. Voilà, 2 minutes 20 maximum. Et c'est vrai que avec ces formats-là, on arrive aussi à récupérer des jeunes générations qui sont souvent sur des formats courts, en termes de visionnage de vidéos, à aller chercher des générations qui parfois sont pas touchées par la cinéphilie. Ouais, tout à fait, ouais. Exact. Et c'est vrai que ça a été un projet nouveau pour ces jeunes-là. Et voilà, c'était une découverte. Et en fait, moi, je suis vraiment très satisfait du résultat. Ils ont vraiment fait quelque chose de très bien. Ils sont déjà bien investis et effectivement, moi, je suis très fier d'eux parce que ça donne vraiment quelque chose de très sympa. Alors, ils étaient combien de jeunes justement sur ce tournage en ta compagnie? Donc ils sont 5 jeunes entre 10 et 14 ans. Et puis donc il y avait l'équipe de la SPAC et d'autres professionnels aussi qui nous ont rejoints dans ce projet. Le chef op, il y avait un chef électro donc qui sont du métier, et puis l'actrice aussi, qui est une actrice professionnelle aussi, qui nous a aussi suivis dans ce projet. Alors en fait, dans le scénario, c'est moi qui l'ai écrit en fonction de la thématique de l'année. Par contre, je l'ai écrit en pensant à eux, parce que voilà, dès le départ, je voulais vraiment les associer. Ils avaient pu me dire qu'ils étaient intéressés pour participer à un tournage, donc j'avais ça en tête quand j'ai écrit le scénario. Et puis, comme ce sont des jeunes donc qui sont de l'aide sociale à l'enfance, mais ils sont suivis par la Croix-Rouge du 37. Voilà, c'est des jeunes qui sont dans la Touraine. Donc, ça a été aussi un partenariat avec cette association-là, qui ont été vraiment partie prenante dans ce projet, qui nous ont vraiment soutenus aussi dans ce projet de tournage. Et donc du coup, ça s'est fait, voilà, ça s'est construit avec eux. Ils ont répété, ils ont eu leur rôle, ils ont répété, et puis ils ont participé à la journée de tournage. Alors on peut le dire derrière, c'est qu'il y a aussi un sujet de société avec les Enracinés, et on peut en parler évidemment avec toi. Oui. C'est que, comme on le dit à l'instant, l'audiovisuel, on voit que c'est évidemment très important pour ces jeunes générations-là qu'ils se sentent intégrés et valorisés par le cinéma. Et puis il y a une demande en fait de cette association depuis pas mal de temps via le département du Loiret, d'une demande d'agrément. Est-ce que tu peux nous en dire plus, parce qu'on voit en effet que c'est important, c'est un sujet qu'on va développer dans ta compagnie pour la deuxième partie. C'est que oui, en fait, ouais, tout à fait. En fait, on a déposé ce projet il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. C'est dans le but de créer un lieu de vie, donc pour accueillir de façon pérenne des jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, d'être un lieu de placement, voilà, un lieu de vie. Ce projet a été refusé par le département, donc du coup, on a quand même commencé ce projet en accueillant sur les week-ends et les vacances. Donc on est plutôt en termes de séjour de relais. Mais comme le département, pour l'instant, ne donne pas cet agrément, on reçoit 98% des jeunes, c'est des jeunes hors département. Donc c'est un peu ce que je déplore, parce qu'effectivement, il y a aussi des besoins dans le département. J'ai pas mal d'associations du département qui me contactent pour dire, voilà, nous on serait intéressés par des séjours. Sauf que c'est pas possible, puisque le département ne souhaite pas financer ces séjours au sein de l'association Les Enracinés. Alors c'est vrai que on imagine qu'il y a derrière il y a un besoin en tout cas qui est important, et qu'il y a évidemment un vrai sujet de société par rapport au cinéma, comme je disais tout à l'heure, et on voit également qu'il y a beaucoup de demandes. Comment on peut imaginer en fait amener le sujet face à des institutions comme celle-ci? Est-ce qu'elles ont alors sans forcément tomber dans le regard critique, parce qu'on sait qu'il y a une décision potentiellement qui est de justice qui est sur le point d'arriver, mais comment on peut comprendre
ça en fait, je dirais cette frilosité vis-à-vis de l'audiovisuel? Je sais pas trop en fait. Je pense que quand on a déposé le projet il y a 2 ans, je pense que le département était pas dans une démarche de création de places, mais plutôt de fermeture. Ils ont fermé plusieurs établissements. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il y a aussi des consignes nationales qui leur demandent d'ouvrir des places. Donc là, on est un petit peu dans un autre contexte. Sauf que effectivement, nous, comme on a eu un refus, on a fait un recours au tribunal administratif et on est dans cette attente d'audience, de réponse, au tribunal administratif. Alors, j'avais bien rencontré pourtant un des responsables et il s'était engagé à me recontacter pour éventuellement voir si on pouvait se mettre autour d'une table pour en échanger. C'était Monsieur Jackie Guérino, qui est directeur général adjoint, responsable du pôle citoyenneté et cohésion sociale, directeur de l'enfance et de la famille. Il s'était engagé à me rappeler, mais malgré mes messages, il m'a jamais recontacté. Voilà, donc c'est quand même, je pense, très significatif de comment ça peut se passer. Donc donc aujourd'hui, on est dans l'attente. Maintenant, je crois que faut juste attendre l'audience qui est très longue, puisque je l'ai dit, ça fait plus de 2 ans qu'on a déposé le recours. On espère en tout cas qu'il y aura vraiment on dirait un éveil sur cette culture-là, en tout cas au mieux des moyens également pour ce genre d'action-là, parce que c'est vrai qu'on imagine que, on n'imagine pas d'ailleurs, parce qu'on le sait, que des retours des enfants, des jeunes qui participent à ces projets est évidemment très important, et puis on sent un avant et un après, quoi, évidemment. Oui, alors après, tout à fait. Après, moi, un des arguments que le département avait pu me donner, c'était ils voyaient pas trop, pourquoi ce support-là avec ce profil de jeunes, l'air de dire ça leur correspond pas. La preuve que si, on a fait un beau projet là et vraiment ils ont été valorisés dans ce travail et dans ce projet cinéma vraiment. On voit justement tout le bénéfice de ce type de projet, quoi. Alors le film, on peut le citer en fait, le titre évidemment, puisque là il est important et il va être projeté au prochain Nikon Festival. Quels sont les premiers retours déjà de l'équipe avant qu'éventuellement qu'on en parle et qu'on donne envie aux gens de le découvrir? Alors l'équipe était très très contente de cette expérience. Là pour le moment il est en montage, donc de toute façon le film là il est pas terminé. Là il est au montage, donc pour l'instant personne ne l'a vu encore complètement achevé. Mais en tout cas sur l'expérience du tournage, tout le monde a été vraiment content de cette expérience, quoi. Ça a été vraiment un beau projet, une belle expérience. Alors le Nikon Festival c'est dans quelques mois maintenant, mais on peut, pour ceux qui souhaitent en tout cas participer à l'ASPAC et découvrir ce type de projet, on rappelle donc les coordonnées de l'ASPAC, on retrouve la page Facebook, le site de l'ASPAC à Ingré, pour cotiser et adhérer à l'association. Et pour le film, on peut espérer le voir dans combien de temps à peu près ? De toute façon, il faut qu'il soit déposé au Nikon Festival. La deadline, c'est vers le 20, de mémoire, à peu près vers le 20 janvier. Donc, de toute façon, il faut qu'au 20 janvier, il soit terminé. Et après, il sera visible sur la plateforme du festival, puisque tous les films seront visibles et les gens pourront voter pour leur film préféré. Donc, ils pourront tout à fait voter pour ce film qui s'appelle donc du coup Le Feu Rouge. C'est le titre du film. Très bien. Alors, donc, un film qui a été tourné donc en région, vraiment sur Orléans. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de remerciements parce qu'il y a eu beaucoup de démarchage et de repérage, j'imagine. Donc là, il y avait un tournage dans beaucoup de lieux importants de la ville, en tout cas. Oui, tout à fait. Donc il y a eu la ville d'Ingré qui nous a donc gentiment donné un arrêté municipal pour fermer une rue pour tourner une partie de ce film. On a eu aussi la clinique de l'Archette à Olivet qui nous a aussi accueillis, nous a permis de filmer dans des chambres d'hôpital. On a eu la casse auto RCS 4x4, c'est une casse auto qui est dans l'agglomération orléanaise qui nous a aussi fourni un véhicule accidenté pour le bien du film, pour le scénario. Et puis bien sûr, tous ceux qui ont participé, les techniciens, les acteurs, et puis je l'ai dit, la Croix-Rouge du 37, qui nous a bien soutenus dans ce projet, quoi. Très bien. Et c'est vrai que pour bien verbaliser pour nos auditeurs, pour bien comprendre en off, vraiment dans le côté, parce que tu bosses à côté, tu as un travail, tous ces repérages, toutes ces démarches, ce sont des mois de travail, hein, évidemment, pour un court-métrage de 2 minutes, on n'imagine pas le boulot qu'il y a derrière, quoi. Ah ouais, tout à fait. Surtout que effectivement, tu fais bien de le redire, hein, c'est que ce soit par le biais de la SPAC, on est tous bénévoles, tous. Donc c'est vraiment une passion et effectivement on fait ça sur notre temps
développement personnel et qui prend beaucoup de temps, mais en même temps c'est tellement passionnant. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Bon, en tout cas, on espère qu'il y aura vraiment une décision qui permettra de se réconcilier via le cinéma et d'avoir des vrais beaux projets éducatifs dans les prochaines semaines. On suivra ça en attendant. Et puis c'était aussi l'occasion en tout cas de parler d'un vrai beau projet d'élévation et d'éducation par le cinéma. Et on rappelle évidemment que pour toutes les personnes sur Orléans, nos auditeurs qui veulent découvrir les séances de la SPAC, il y a la page Facebook et il y a le site pour découvrir vos activités. Et puis comme tu dis, oui, effectivement, j'espère que ça se débloquera avec le département. En attendant, de toute façon, cette maison d'accueil, elle ne désemplit pas. Alors malheureusement, c'est que quasiment qu'avec des jeunes hors département, c'est plutôt des jeunes de la région ou de la région parisienne, mais en même temps, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est aussi des jeunes qui ont ce besoin-là, mais voilà. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir accueillir des jeunes dans le Loiret alors qu'on est situé dans le Loiret, quoi. Ça c'est un petit peu dommage, et ce qui est un peu incompréhensible surtout. Ouais, c'est clair qu'on espère que cette situation kafkaïenne, on touche du bois, puisse trouver une belle issue. Et en tout cas, c'est un grand merci d'évoquer ce projet-là, parce que c'est vrai que ça en dit long sur toute la passion du cinéma et tout le besoin de gérer de cinéma en territoire. Voilà, pour tout le monde en tout cas. Exactement, ouais, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir consacré du temps à ce projet qui est vraiment un beau projet à mon sens. Ouais. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Encore une semaine de ciné et donc ça continue en décembre. Bonne fête de fin d'année à venir pour tout le monde et nous on continue à parler de 7e art. Salut à tous. Pourquoi vous avez fait ces graffitis? Pourquoi vous faites ça?